Alors, comme de très nombreuses petites filles de la fin des années 90 et du début des années 2000, petite fille complexée, timide, toujours enfouie dans un bouquin, évidemment je rêvais d'être Hermione Granger parce que elle vit à Poudlard avec Harry et Ron, elle vient d'une famille moldue donc elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait être sorcière, ce qui nous laissait quand même l'espoir d'attendre notre lettre de Poudlard comme de nombreuses personnes aujourd'hui. Et je pense qu'Hermione elle a été très importante quand même pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles en particulier de notre génération, parce que le fait qu'elle soit tout le temps dans les bouquins, même s'ils s'en moquent un peu au début, ils comprennent très vite que c'est vraiment très utile, et ça nous donnait cette espèce de validation, que le fait que voilà, on était complètement toujours en train de potasser, on était très mademoiselle je sais tout, mais ça pouvait sauver des vies quand on est dans une situation périlleuse, et c'était quand même très 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 émouvant de se retrouver comme ça, de pouvoir s'identifier comme ça à un personnage comme Hermione. Et je pense que même bien des années plus tard, elle n'a pas perdu de ce côté radical, loin de là, et toutes les petites filles qu'on était alors et on n'avait aucune communauté d'une certaine manière. Après, ça s'est développé beaucoup avec Internet, on s'est retrouvés beaucoup sur des forums, etc., à être des Hermione Granger en puissance. Et on était très isolés à l'époque, maintenant c'est beaucoup moins le cas, grâce à Internet, grâce au réseau. Et voilà, ce personnage d'Hermione qui est vraiment validé pour le fait d'être lectrice, ça reste encore aujourd'hui quelque chose de radical, je trouve. Ah, la belle histoire du prince de mots tordus. Un concept génial. Alors en fait, ce qu'il y a pour les romans juniors et les petits albums, parfois ça dépend juste d'un concept. Et là, ce concept extraordinaire de Pef qui part du principe que le prince de mots tordus habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel le dimanche flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. C'est génial, c'est hyper simple, et ce que j'admire énormément dans ce bouquin, c'est qu'en fait Pef, il fait aucune mise en place. Il n'y a aucun moment où le livre te dit « Attention, petit enfant, le livre que tu vas lire a des mots qui sont un petit peu tordus. Il va s'agir de les remettre dans le bon sens. » Il fait jamais ça. En fait, il tente directement. T'es là, il habite un chapeau magnifique. Bah oui, il y a des drapeaux. Si tu venais à tomber salade, qui donc te repasserait ton singe? Et l'enfant doit lui-même comprendre ce qui se passe, ça le fait mourir de rire, et ça marche de tout petits enfants. Je le vois actuellement avec mon fils de 3 ans, même s'il n'est pas capable de savoir qu'un troupeau de boutons, c'est un troupeau de moutons, ça le fait quand même énormément rire. Et en fait, cette acceptation de l'ambivalence, de l'ambiguïté, cette acceptation du doute, eh ben, c'est hyper intéressant en éducation littéraire, parce que quand on lit des nouveaux livres qui nous semblent radicaux, étonnants, bizarres, on se dit « Ah, mais c'est super étrange cette chose-là ». Notre capacité à accepter cette étrangeté, elle vient de l'enfance, elle vient vraiment des lectures de l'enfance la plus tendre, comme La belle histoire du prince de mots tordus. À la fin du 3e tome des Royaumes du Nord, Le Miroir d'Ambre, il se passe une séparation, je n'en dirai pas plus, qui est la clé en fait de la réconciliation des mondes. Et cette séparation-là, elle est effroyablement douloureuse, surtout pour des adolescents, de jeunes adolescents qui n'ont encore vécu aucune passion amoureuse et qui, voilà, l'un des premiers exemples de vraie passion amoureuse intéressante. Et cette fin-là, elle est extrêmement traumatisante. Enfin, moi, j'avais vraiment sangloté pendant des nuits et des nuits de suite, avec une douleur physique, en fait, presque une douleur de rupture, hein, que j'ai pu connaître plus tard. Et en réalité, on sent que c'est la bonne fin, c'est la seule fin qu'il faut. Et cette espèce de conflit dans lequel on est, de à la fois pleurer, sangloter, de l'injustice de cette fin, et s'apercevoir que littérairement, c'est la bonne fin, pour moi, c'était un moment crucial de mon éducation littéraire, je pense, où je me suis aperçue qu'on peut être bouleversé par une fin, la trouver choquante, la trouver horrible, et en même temps savoir intellectuellement que c'était la bonne manière de terminer un livre. Et cette espèce de clivage de lectrice, je le souhaite à tout le monde parce que je pense que c'est là qu'on commence à apprendre ce que fait la littérature. Un mot que j'adore, c'est le mot qu'on réussit à placer dans une phrase ou dans une page ou dans un chapitre, qui est un mot totalement banal, mais qui, grâce à la manière dont on va écrire tout le reste,
va tout à coup sortir de la page et nous sembler complètement nouveau. Donc c'est pas un mot en particulier, c'est justement ce moment-là où on se dit j'ai réussi à rendre ce mot de courgette ou de chaise ou de mandoline, enfin n'importe quoi, d'une manière qui fait qu'on le regarde et qu'on dit oh, c'est incroyable ce mot chaise, je l'avais jamais vu comme ça. Et ça c'est vraiment l'art de la littérature et j'adore ces moments où on se dit j'ai redonné vie à ce mot qui n'avait aucun intérêt. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques années, à la base pour illustrer des PowerPoint quand je fais des ateliers de traduction. Et voilà, je le trouve assez rigolo, il me représente parce que mon existence est très clivée. Je suis française, évidemment, mais j'habite en Angleterre depuis 17 ans et je suis partie à 17 ans, donc je suis officiellement autant de temps en Angleterre qu'en France. J'écris en français, j'écris en anglais, j'interviens pédagogiquement en français et en anglais. J'ai 2 garçons anglais, mais évidemment on parle français avec eux. Tout dans ma vie est très séparé et en même temps joint entre ces 2 cultures. C'est pas toujours un mariage absolument heureux, mais pour moi cette double culture elle est vraiment centrale à mon identité et je comprends très bien les expériences d'immigration que peuvent avoir certaines personnes qui peuvent être plus ou moins tragiques. La mienne l'est pas du tout, mais cette impression de ne jamais vraiment appartenir ni à un endroit ni à un autre, moi c'est très clair que abandonner l'une comme l'autre des faces de mon identité serait un arrachement qui n'a pas de sens en fait. Âge tendre, c'est vraiment mon petit chouchou. Je suis très attachée à ce bouquin pour tout un tas de raisons. Déjà, le personnage de Valentin que j'ai créé dedans, on peut pas dire qu'il me ressemble à 100%, mais en tout cas, je pense que c'est celui dans lequel j'ai mis le plus de cœur. C'est vraiment un jeune garçon à la fois sensible et puis un peu affamé. Il a beaucoup d'angoisses, des angoisses qui étaient les miennes pendant longtemps. D'ailleurs, il les gère avec des manières de thérapie comportementale que j'ai pu faire aussi. Donc, j'ai transmis pas mal de ça là-dedans. Ça se passe dans le Pas-de-Calais, qui est une région à laquelle je suis assez, un département auquel je suis assez attachée. Et puis les questions de Françoise Hardy, dont voilà, je suis fan depuis longtemps, et pas seulement, aussi de tout un univers 60s qui est très présent dans ma construction, esthétiquement, avec toute une esthétique à la Jacques Demy. Donc vraiment, ce livre, il m'est très proche, et j'en suis assez contente parce que même formellement, le choix d'avoir écrit ce texte sous la forme d'un rapport de stage a complètement débloqué chez moi une approche stylistique et formelle qui m'intéresse encore aujourd'hui. Ce mélange de discours très administratif et en même temps esthétique et littéraire. Comment créer de l'émotion à partir d'un discours très formaté, ça m'intéresse beaucoup. C'est peut-être moins l'image que je voudrais partager que ce qui se passe dessus. Donc là, c'est ma mère et moi. Je dois avoir, je sais pas, un petit peu moins d'1 an, je pense, ou non, un an et demi peut-être. Ma mère qui me lisait beaucoup de choses quand j'étais petite. J'ai eu cette chance-là de tomber dans les livres extrêmement jeune. Elle reste une énorme lectrice. C'est pas son travail du tout, mais en tout cas, c'était très important cette éducation-là. Et je pense que ce que je voudrais partager, c'est pas cette image, même si c'est très mignon, mais plutôt le fait qu'on sait qu'il y a énormément de valeurs pour les tout petits à lire tôt. On sait maintenant que même chez les tout petits bébés, c'est très important. C'est vraiment très crucial dans leur connaissance à la fois du livre, mais aussi des relations entre les personnes, du vocabulaire. Il y a tout un tas de bénéfices à la fois cognitifs, émotionnels, etc. à ce contact avec le livre. Je crois que pendant longtemps, on a beaucoup culpabilisé, ou du moins responsabilisé les familles sur l'importance de lire aux petits et aux enfants. Et je pense que c'est peut-être un problème parce que en réalité, voilà, moi j'aime pas les maths par exemple. Je suis pas très forte en musique et j'arrive pas à communiquer ça à mes enfants. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir des vraies politiques publiques qui s'occupent de ça et qui prennent en charge cet éveil des enfants à la lecture. Évidemment, ça se fait heureusement en France et c'est en partie ce que fait le Salon de Montreuil, donc c'est très bien. J'habite dans un pays où l'Angleterre, où il y a de moins en moins d'argent qui est alloué à cette découverte des livres par les enfants, où les bibliothèques souffrent énormément, où il y a très peu quand même de vraies politiques publiques pour encourager la lecture chez les tout-petits. Et ce genre d'image me rappelle à quel point il y a des inégalités très fortes dans l'accès aux livres et que vraiment, si l'argent public peut aller là-dedans, c'est une très bonne chose.